Je vais passer la parole à notre secrétaire général. Donc, c'est dans le cadre du G7 Benelux que nous vous avons convié cet après-midi ici avec nous. Nous tenons aussi à remercier une ASBL avec laquelle nous avons collaboré pour pouvoir faire cet événement, Isanga Solidarité, qui est aussi soucieuse de la problématique du Congo. Alors, je vais passer la parole à mon camarade Ogé Kandé, qui est notre secrétaire général du G7 Benelux. Voilà, bonjour et merci à tous de vous être déplacés pour passer avec nous cet après-midi thématique sur le thème de la sécurité en RDC. Exactement un diagnostic des forces de sécurité en place en RDC. Alors, cette présentation va se faire par Monsieur Jean-Jacques Wondo. Monsieur Jean-Jacques Wondo est un expert et analyste des questions politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo et de l'Afrique médiane. Il est diplômé de l'École royale militaire en Belgique, détenteur d'un master en criminologie de l'Université de Liège et d'un postgraduat en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Il est aussi diplômé des études de sécurité et de défense de l'Institut royal supérieur de la défense attaché à l'École royale militaire. Donc c'est quelqu'un quand même qui a une expérience très très importante au niveau de la sécurité en RDC. Il est aussi auteur d'ouvrages. Il a écrit Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FARDC, et puis les forces armées de la RDC, une armée irréformable, donc, où il se pose la question de la réforme des armées. Donc sans plus tarder, et en vous remerciant encore d'être venus si nombreux, et à l'heure, je vous remercie, ça vous honore, ça nous honore de vous avoir avec nous pour cet après-midi thématique. Je vais donc céder la parole à M. Jean-Jacques Wondo, qui va introduire le débat, le sujet. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs parce qu'on a dû batailler pour trouver un moment pour nous permettre d'échanger, parce que ça fait pratiquement une année qu'on essaie d'arrêter un rendez-vous ou une date, mais finalement on est là. Que le but, c'est pas de faire un monologue, mais de partager nos connaissances et les faibles connaissances qu'on a dans ce domaine qui restent encore à découvrir. D'où le thème armée, État et sécurité en RDC. Je pense que cette thématique correspond plutôt aux attentes du public qui est ici, l'armée, l'État et la sécurité sont trois aspects qui concernent le Congo aujourd'hui. D'abord, une notion générale de la notion de sécurité. Aujourd'hui, on parle de la sécurité. Si par le passé, la sécurité était exclusivement attachée ou reliée avec la défense, aujourd'hui, la notion de sécurité est éclatée. Aujourd'hui, on parle de la sécurité économique, de la sécurité alimentaire, de la sécurité environnementale, et nous y viendrons parce que nous allons toucher un mot par rapport à cette notion. Donc, ce sont des logiques différentes entre la défense et la sécurité. La défense qui est fondamentalement militaire, la sécurité est une préoccupation qui touche les secteurs de la vie étatique et ça commence par l'individu. Et quand un individu n'est pas en sécurité, il risque d'entraîner l'insécurité de sa société, de son État et du système international. Donc la défense repose sur la force, facteur objectif, mais la sécurité c'est plutôt un aspect beaucoup plus subjectif. On est sans l'insécurité, on parle d'un sentiment d'insécurité, mais on ne peut pas mesurer la sécurité ou l'insécurité. Donc comme je l'ai dit dans mon titre, l'État et la sécurité restent deux concepts indissociables. La définition de l'État, d'une manière générale, le professeur Philippe Renches, qui est professeur à l'université d'Anvers, il dit que l'État est la forme idéale pour organiser la vie en société. Donc l'État est là pour assurer les services publics, donc tout ce dont la population a besoin, et aussi les services sociaux. Et quand on a cette conception de l'État,
on peut se transposer en se disant, est-ce que ce qui se passe au pays, ce sont les hommes d'État, les hommes politiques, parce qu'un homme d'État doit avoir dans ses préoccupations cette finalité. La spécificité de l'État, c'est exercice d'un contrôle coercitif sur ses propres membres ou dans les rapports avec les autres sociétés. Donc ce qu'on appelle monopole de la violence légitime. Normalement, l'usage de la violence est interdit, mais on permet à l'État de pouvoir faire preuve d'utiliser cette violence, mais qui soit légitime dans des cas bien précis. Et c'est là la mission qui est conférée à l'État. On dit aussi par rapport sur le plan interne, notamment en cas de maintien de l'ordre, ou quand il y a le problème judiciaire, on peut demander à la police d'enquêter, d'utiliser les armes en légitime défense, mais aussi avec les autres sociétés. Donc là, nous sommes plutôt dans un aspect beaucoup plus militaire. Si notre société se sent en insécurité menacée par d'autres sociétés, on peut faire usage légitime de notre violence pour pouvoir sécuriser notre territoire. Au XVIIe siècle, quand les États-nations ont commencé à exister, l'Europe, pour parler de ce qui nous concerne ici, par exemple, géographiquement, était confrontée à plusieurs royaumes qui s'égouillaient les uns contre les autres. Et la spécificité de ces guerres était que ces guerres étaient menées par des mercenaires. C'est-à-dire un roi X qui avait son petit territoire, qui voulait voir agrandir son territoire ou conquérir l'autre territoire. Il allait payer des mercenaires, donc des gens dont le boulot était faire la guerre, mais qui étaient des apatrides. Donc qui faisaient la guerre et le lendemain, ils pouvaient conquérir pour ce roi le territoire contre le roi Y. Et du coup, les États se sont dit, si on joue à ces jeux, ça n'ira pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut prélever au sein de notre communauté, de notre cité, des gens capables de ne faire autre chose que la guerre pour défendre le territoire, pour défendre la nation. Et là, on est passé des armées de mercenaires aux armées de métier, des gens qui n'avaient pas autre rôle que faire la guerre. Mais puisque ces gens-là ne produisaient pas, puisque ces gens-là n'apportaient aucune plus-value à l'économie, il fallait les nourrir, il fallait les loger, il fallait mettre des ressources à leur disposition. C'est là qu'on a créé des structures pour pouvoir prélever les impôts, organiser les choses. Et ces structures-là, c'est une sorte de bureaucratie qui a fait naître ce qu'on appelle les services publics, c'est l'État. Donc c'est la guerre qui a été à la base de la création de l'État. Et ces militaires, une fois qu'ils sont nationaux, on a développé le concept de ce qu'on appelle défense nationale. Donc la notion de la défense nationale, c'est défendre le territoire national. Et les militaires n'avaient pas autre chose que défendre la nation et non le roi et non la personne qui est au pouvoir. La guerre, la guerre, ce n'est pas une finalité. La guerre n'est pas une fin en soi. Donc on dit la guerre est une simple continuation de la politique. Donc la guerre est un outil de la politique. Faire de la politique sans intégrer les facteurs militaires, pour moi, c'est passer à côté. La politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que pour faire de la politique, vous pouvez faire de la politique telle que nous la connaissons. Mais à un certain moment, si ces méthodes échouent, la guerre, souvent dans les conflits entre les États, est un moyen, quand la diplomatie échoue, de faire de la politique par d'autres moyens. La finalité de la guerre, c'est quoi? Soumettre l'adversaire à ma volonté. Et le politicien aussi, c'est la conquête du pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc la guerre, on ne fait pas la guerre pour le plaisir. Vous verrez que toute guerre a toujours une finalité, répond à une finalité politique, un dividende politique. C'est important aussi dans le rapport que nous, surtout les personnes civiles, vous développez avec les militaires. On a souvent tendance à considérer les militaires comme nos ennemis. Mais dans une armée normale, les militaires doivent être l'émanation de la nation. André Corvisier, c'est un professeur d'histoire qui a écrit 2 tomes d'histoire militaire de la France. Et à la fin de son livre, il dit « L'armée, eh bien, c'est accoucheuse d'État. » N'est-ce pas beau? Voilà.
l'Afrique noire est mal partie. L'indépendance comme telle dans la plupart des pays africains n'a pas été l'objet des luttes, des conquêtes territoriales. Donc la notion de la défense nationale n'existait même pas en 60 parce que quand la majorité des États africains accèdent à l'indépendance, à part quelques pays lusophones qui ont connu des guerres de libération, mais pour la majorité c'est une sorte de legs. Donc c'était un legs, une sorte d'héritage. Mais vous avez hérité de quoi? D'un système colonialiste, mais qui était l'objectif de ce système colonialiste avec son armée, vu que l'armée est le symbole de la souveraineté, de la défense nationale. Dans ce livre, je démontre que c'est connu de tout le monde, donc ce n'est pas moi qui l'invente, que la force publique était constituée sur le modèle d'une force de police. De la police, c'est pour l'ordre public intérieur. Ce n'était pas pour d'abord défendre le Congo contre les pays voisins, parce qu'ils se sont déjà mis d'accord en 1885 de se partager l'Afrique. Donc il n'y avait pas de contestation territoriale entre, d'abord, dans la période de la colonie, entre ces États. D'où les forces qui étaient là, c'était des forces plutôt pour maintenir les populations indigènes, comme il le disait, dans le calme, et pour accompagner l'exploitation des colonies. Donc il y avait un loyalisme, une loyauté de ces forces vis-à-vis du souverain, qui était le roi Léopold II. Et quand il y a ce passage de l'indépendance, de la colonie vers l'indépendance, et du jour au lendemain, vous prenez un officier, un sous-officier, et puis il y a eu des élections même, des tirages au sort à la cour du camp Kokolo, camp Léopold, pour dire, voilà, toi tu deviens colonel, toi major, et c'est cette armée. Quand vous vous trouvez face à des responsabilités, comment faire? Ah non, on va faire suivant le modèle des Blancs. Modèle Mundele, Mundele. Je parle en lingala. Le terme Mundele, un modèle. Donc le mimétisme. Et du coup, l'armée qui prend le pouvoir fonctionne sur le modèle des Mundele. Mais le Mundele fonctionnait pour l'intérêt du Congo. Non. Or, cette armée devait être une armée qui devait défendre, protéger les Congolais. Donc l'armée qui était le corps le mieux organisé, structuré, parce qu'il bénéficiait de certains avantages pour mater la population, donc la motivation aussi à l'époque, s'est vu s'ennuyer. Et puis, voilà, je m'ennuie, mais j'ai quand même une ressource que les autres n'ont pas, j'ai la force. D'où l'armée s'est retrouvée dans une fonction sociopolitique interne, de devenir une ressource du pouvoir ou de prendre le pouvoir. C'est ce qui a expliqué le coup d'État des années 60 à 80, où le fait que même ceux qui n'étaient pas militaires se sont toujours appuyés sur l'armée, et l'armée est devenue une ressource du pouvoir depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc on parle des forces de sécurité responsables et redevables à l'autorité civile. Ceux qui parlent l'anglais, on parle de la accountability. C'est-à-dire que l'armée n'est pas là pour décider ce qu'elle veut et puis elle n'a pas de compte à rendre. Moi, je me promène toujours avec ma constitution, ça devient ma Bible. Cette constitution, avant de commencer l'article 1, 2, 3, dans son exposé des motifs, elle dit clairement, bien plus les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaines réservés du chef de l'État, sont devenus des domaines de collaboration. Et si vous allez dans le document parlementaire, pour ceux qui ont fait le droit, généralement, quand tu veux bien comprendre une loi ou un article, il faut aller dans les documents parlementaires, dans les discussions pour voir tous les échanges qui ont eu lieu pour expliquer pourquoi tel dispositif. Et ici, on dit autrefois domaine réservé. Ben, dans les travaux parlementaires, vous verrez que c'est
pour éviter. Pourquoi? C'est pour éviter la dictature, qu'une personne concentre entre ses mains tous ses pouvoirs. Je dis un domaine de collaboration. Vous pouvez maintenant vous projeter aujourd'hui dans le gouvernement qui est en place au Congo pour voir si les affaires étrangères aujourd'hui ou la défense constituent des domaines de collaboration entre le chef de l'État et le gouvernement et le Premier ministre. Vous comprenez? Surtout qu'on est censé être dans un gouvernement de partage pouvoir. Et on va plus loin quand on dit du gouvernement. C'est pendant le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, c'est demeure le maître de la conduite de la politique de la nation, donc de la politique qui met en place les moyens pour la défense. Et il est responsable devant le Parlement. Et quand on dit le Parlement, c'est vous, parce que ce sont vos représentants. Donc la défense nationale n'est plus... la question secret défense, oui, pour certaines matières, oui. Mais envisager, parler de l'armée, ce n'est plus une exclusivité du chef de l'État, c'est un domaine de collaboration entre le gouvernement. Le gouvernement est issu des représentants de l'État. Donc c'est vous. Et quand on parle de réforme de sécurité, ce n'est plus seulement les militaires, pas les politiques, mais les citoyens doivent être concernés. Et ça, c'est la mission que je me suis donnée, de parler de ce domaine à la place publique. Et c'est important si on comprend ça. On va dire, les parlementaires, et ils peuvent aujourd'hui décider, voilà, on va faire un contrôle parlementaire, allez voir ce qui se passe à Kingakati. J'écris tous les jours sur les acquisitions militaires qu'ils obtiennent, soit entreposées à Kingakati, à Kibomango ou à Mbakana et tout. C'est le devoir du parlementaire. Bon, bien sûr, ils vont dire qu'ils ont peur. Mais si on commence à plus parler de ça, aux médias, à expliquer les gens le rôle, même aux militaires, le rôle républicain de l'armée, petit à petit, on va faire l'inversion. Et c'est ce qui s'est passé dans des pays comme le Burkina Faso. Ici, vous avez la carte du Congo qui est subdivisée en 3 parties, dont on s'appelle les 3 zones de défense. Le Congo était divisé, c'est un grand pays, en 3 zones stratégiques de défense. La zone ouest, première zone de défense. Juste pour rappel, le responsable de cette zone, c'est Tango Fort. La spécificité de cette zone, elle comprend, je prends les anciennes provinces, le Bandundu, l'Équateur, Kinshasa et le Bas-Congo. Sociologiquement, politiquement, ces provinces, d'une manière générale, à part le Bandundu, votent généralement contre le régime. Et quand on met déjà Tango Fort, vous avez déjà le signal. La réforme de l'armée, c'est consécutif aux guerres, donc les 2 guerres du Congo. Hein, où, bon, il y a eu pour la réforme de cette armée 5 des plans pour réformer l'armée. En 2005, le premier plan, c'était ce que vous entendez souvent parler du brassage et tout, c'était le plan stratégique de réforme de l'armée. Ces plans devaient s'étaler sur 6 ans, donc 2005-2006 jusqu'en 2010, le concept de brassage. On se retrouve en 2007 après les élections, nouveau Premier ministre, nouveau chef d'état-major. Chaque ministre, chaque nouveau chef d'état-major qui vient amène aussi son plan de réforme. Derrière ce plan de réforme, généralement, ils ne sont pas conçus par les nationaux, ce sont des appels d'offres. Je le dis en connaissance de cause parce qu'il y a des groupes, des chasseurs de business ici en Europe. Le deuxième plan de 2007 en 2012, donc sans même faire l'évaluation du précédent. Et puis en 2008, Etumba vient avec le nouveau ministre aussi, le défunt président Charles Mwando Simba. Ils viennent avec... Non, ça c'était 2012. Non, 2008 c'était Chikez. Et 2009 c'était M. Charles Mwando Simba, qui pour moi c'était l'un des meilleurs plans de réforme de sécurité, si on l'avait suivi du début à la fin. Malheureusement, manque de volonté politique, avec toute la guerre du M23, ils ont voulu rectifier le plan de 2013-2015 jusqu'en 2025, mais juste sur papier. Mais quand vous voyez sur le terrain, la plupart, vous verrez d'ailleurs plus tard, des critiques, c'est qu'il y a manque de volonté politique. Ça vous donne aussi une estimation si jamais il y a des infiltrés, mais il n'y avait pas tout le monde. L'UAC de Goma n'était pas nécessairement des pays voisins. Moi, je connais des ex-phases qui étaient là. Mais pour montrer que même dans la majorité, dans cette armée, elle reste majoritairement congolaise.
Contrairement à tout ce que vous entendez sur Internet, oui, armée infiltrée, il n'y a que des Rwandais, il n'y a que non. Il y en a, mais à proportion bien gardée. Il y a certains qui occupent des places stratégiques, mais je pense que, comme je l'ai dit, la guerre est une dialectique des intelligences. La stratégie est une dialectique des intelligences. Le problème du Congo, c'est plus pas problème qui est beaucoup ou moins de Rwandais, mais c'est question d'intelligence. La reconquête du Congo. Pas militairement, mais aussi mentalement. Et tant qu'on ne va pas faire ce switching, eh ben, on peut chasser Kabila, mais on va continuer sur le même modèle léopoldien. Je n'attaque pas le modèle qui fait que l'armée est toujours face allégeance à un chef, pas défendre la nation. Ce fromage, c'est intéressant. Ça date d'il y a quelques années pour voir un peu comment est constituée l'armée congolaise. Donc, sur une estimation de plus ou moins 130 et quelques militaires, on avait 35 000 officiers. Pratiquement un tiers des militaires sont des officiers, je vais expliquer, et puis les sous-officiers et les soldats 46 000. C'est-à-dire que le corps des officiers et des sous-officiers, c'était pratiquement 2 tiers des militaires. Vous allez produire quoi? Voilà la forme de l'armée, sans compter que parmi ces militaires-là, beaucoup, au moins 30 000, sont en âge de retraite. Mais on ne sait pas les mettre en retraite parce que le ministère des Affaires sociales n'a pas de moyens pour... Et ce sont ces militaires qui doivent aller se battre. J'ai conceptualisé une équation factorielle stratégique qui dit la sécurité égale, vous ouvrez une parenthèse pour ceux qui ont fait les mathématiques, un produit de l'efficacité, donc de l'anticipation, plus efficacité, plus discipline, vous fermez la parenthèse, vous multipliez par la motivation. Anticipation, efficacité, discipline, multiplié par la motivation. Anticipation, pourquoi? Dans le domaine stratégique, on dit quand vous faites une guerre, on peut être vaincu, battu, mais on ne peut pas être surpris. Donc, tout faire pour ne pas être surpris. L'anticipation, c'est la chose la plus importante, même dans une stratégie politique. Celui qui anticipe, qui surprend son ennemi, garde toujours la main. Et quand on parle d'anticipation, il faut directement faire le lien avec les services des renseignements. Et là, c'est là qu'on m'insulte parfois tous les jours sur Facebook quand je reviens sur le passé du Congo. Parce que les gens veulent se focaliser sur la situation d'aujourd'hui. Nous sommes occupés. Aujourd'hui, on peut chasser les Rwandais, on peut chasser tout le monde. Mais si nous continuons avec le même modèle léopoldien, nous n'allons pas reconquérir notre Congo. Pour moi, le travail doit faire en amont, l'analyse doit être globale, doit intégrer tous les facteurs passés. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un épiphénomène. Je peux passer le temps pour vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Anticipation, service de renseignement. Dans le monde anglo-saxon, on les appelle intelligence service. Chez nous, service de renseignement, c'est ANR, à l'époque, c'est je sais pas, AND, CND. Oui. C'était quoi? Comme on dit en Lingala, Tony Ongabango. La répression. Mais là, on passe à côté. Parce que si on avait des services de renseignement performants, je pense qu'on aurait pu éviter notre situation actuelle ou limiter les dégâts. Parce que les services de renseignement, leur rôle, c'est l'intelligence, lire. Parce que les services de renseignement font des analyses au quotidien pour permettre aux politiques de prendre de bonnes décisions. En dehors de la sécurité qui vient après. Et la sécurité ne sera qu'une conséquence. Une perversion d'ailleurs, parlant de la sécurité, quand on parle de l'ANR. On parle des services qui restent républicains. Mais je pense que le jour où le G7 va reprendre le pouvoir ou prendre le pouvoir, la première chose, c'est sortir de l'ANR de la présidence. Même si vous allez dans les accords, vous signez les accords, mais l'ANR va dépendre de qui? Parce que l'ANR, la structure de l'ANR, c'est un service de la présidence. Donc, elle ne rentre pas dans la définition que j'ai lue ici. Donc, ça signifie qu'on peut aller au pouvoir, mais l'ANR sera contrôlé par le pouvoir. Voilà. D'où les services de renseignement, l'anticipation. L'exemple que je donne, c'est l'exemple d'Angola.
Aujourd'hui, ce que nous pleurons, c'est exactement ce que nous avons fait contre l'Angola dans les années 70, 70, quand nous soutenions l'UNITA contre l'MPLA et voilà, Neto et puis Dos Santos. Vous avez entendu ces gens-là pleurer, voilà, balkanisation, Balinga Kabi sauté, les mots nous haïssent. Non, ils ont travaillé, ils ont analysé. C'est ça aussi, même nos amis rwandais là, ils n'ont pas pleuré, hein. Ils ont utilisé d'autres stratégies de séduction, mais ça fait partie. Bon, c'est quand je vois, je discute avec plusieurs de mes sœurs qui sont, je dis, mais Tantine, toi tu es femme de tel général au Congo, vous allez au Congo par ça, ben, tous sont des femmes congolaises. Pourquoi ne pas faire le rôle aussi, le travail? On ne les envoie pas à la prostitution. Mais en tant que patriote, convaincre ces gens-là de travailler plutôt dans une optique pour la défense des intérêts du Congo. Je dis, mais pourquoi vous ne créez pas une sorte de moziki, une sorte d'association entre vous, quand vous voyez, influencer vos maris pour que dans leur position sur la plan international, qui défendent plus le Congo, que voilà, être la première dame ou deuxième dame et puis il n'y a plus rien. Ben, c'est ce que les autres ont fait chez nous. C'est ça la stratégie. Je suis désolé, mais bon, mes soeurs, hein? Et ça paye. Et ça paye. Et pour revenir à l'Angola, l'Angola, qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'il a fait? C'était pas magie. À l'époque, l'enjeu, c'était quoi? Entre autres, le pétrole. L'Angola, c'était dans les girons communistes. Nous étions le modèle, le capitalisme, compas du monde occidental. C'était Mobutu qui allait pour détruire là. Mais les autres n'ont pas pleuré. Ils ont compris qu'à un certain moment, en 90, le monde a changé. Quand on est rentré dans ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, l'URSS déchiqueté, voilà, il y avait un seul maître à bord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous soyons dans les bonnes grâces? Dans la politique, dans les relations des États, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'intérêt. Quand la notion de balkanisation est une notion naturelle induite, ce n'est pas une nouveauté. Quand deux États se mettent en interaction, il y a toujours un État qui voudrait dominer l'autre. Il ne faut pas de complot et tout, c'est naturel. Quand même vous êtes à deux comme ça, il y a toujours une relation. Quelqu'un sait toujours en vous comme Moninga. C'est comme ça même dans les relations humaines. Alors si nous avons compris ça, enlevons dans nos têtes la balkanisation. On a défini la notion de l'État, de l'État, en disant qu'il y a les aspects sociaux, mais dans ses relations avec les autres sociétés. Mais pour éviter que les autres sociétés nous dominent, c'est notre responsabilité de nous constituer en une force. Voilà ce que les Angolais ont fait. Aujourd'hui, l'Angola livre plus de 8% du pétrole aux États-Unis et de l'aviation américaine. Et ils ont développé une relation stratégique. Ça leur profite. Raison pour laquelle il ne sera pas exclu que la solution, peut-être, si elle arrive de la crise congolaise, passe par l'Angola. Pourquoi? Projection, anticipation, efficacité. Mais l'efficacité, c'est quoi? Bien payer les gens, travailler dans de bonnes conditions, les nourrir, et tout ce qui tourne autour de la bonne gestion d'une entreprise, de l'armée, de la sécurité de l'État. Et la discipline, parce qu'une armée indisciplinée ne gagnera jamais de guerre. Vous verrez, dans tout, quand les Américains ont commencé à s'indiscipliner, c'est là qu'ils ont perdu au Vietnam et tout. Donc la discipline reste la matrice même des armées. Et la caractéristique de nos armées, c'est quoi? Des armées indisciplinées. Le tout multiplié par la motivation. Pourquoi je mets multiplié par la motivation? Si M tend vers 0, voilà. Élément absorbant. Ça montre aussi un état d'esprit de ces gens-là. Que vous croyez que tous sont là pour le maintien des systèmes. Et c'est ça la responsabilité de chacun de nous aussi. On connaît, chacun de nous doit avoir peut-être un ami, une personne, un cousin qui connaît tel militaire, tel policier. Et faisons aussi un travail de ce qu'on appelle du confessionnal avec eux. Vous allez autour des camps militaires, les mamans qui vendent, ben ce sont les femmes des militaires. Conscientisez-les, ils peuvent parler avec leurs militaires. C'est comme ça qu'au Burkina Faso, les militaires se sont rangés. On ne dit pas aux militaires d'aller faire un coup d'État. On ne demande pas aux militaires d'aller faire une rébellion. Mais le jour où la population va dire non, que les militaires se rappellent que je suis l'émanation de cette population, que je peux me ranger à côté et refuser de ce qu'on appelle les ordres illégaux.
j'ai eu des temps à discuter avec un colonel. Donc un colonel, c'est officier supérieur avant de devenir major. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi vous n'arrivez pas à désobéir aux ordres? Ah non, Jean-Jacques, moi je ne peux pas désobéir. Pourquoi? Oh, moi je suis loyal au chef. Mais j'ai dit, mais la loi te dit que là, c'est un ordre illégal et c'est clair, tu peux désobéir. Non, je ne peux pas désobéir parce que c'est le chef qui fait la loi. Alors, si quelqu'un qui est déjà cultivé, un officier supérieur peut réfléchir comme ça, ce n'est que par après, le gars, quand il est allé dans une mission, pendant qu'il bombardait les troupes ennemies, ils ont eu un appel de Kinshasa, de rebousser chemin, qu'il a dit, moi c'est fini ici à Goma, moi je rentre à Kinshasa. Comprenez? Et c'est ça la réalité. Et chez nous, généralement, on envoie dans l'armée, voilà. Ces gens ont besoin aussi d'être éduqués, de comprendre leur rôle et le travail que chacun de nous peut faire au quotidien. Et ce sont des humains. C'est ce que la société civile au Burkina Faso a fait pendant des années. On a vu le résultat. La communauté internationale n'a pas compris la complexité de l'environnement des réformes, ni coordonné efficacement les multiples actions bilatérales. Et le Congo a compris, parce que le but de ceux qui sont arrivés au pouvoir, ce n'était pas de laisser un Congo fort. Et il faut comprendre aussi que le Congo fort, qui était le Congo de Mobutu, dans une conjoncture géopolitique bien précise, mettait mal à l'aise tout le monde. Dites-moi aujourd'hui pour quelle raison Sassou, Kagame ou le président de la Zambie voudrait que le Congo revienne fort et qu'il commence à... voilà. Donc, il y a une part de travail qui doit être faite, par nous, et les autres peuvent nous venir en complément pour obtenir. Mais n'inversons pas les choses. Moi, je pense que quand je vois ce qui se passe sur le terrain, le pouvoir a plus peur de cette population-là. Et si ce déclic s'est fait, tous les autres viendront. Donc, inversons d'abord la manière de faire les choses et les autres nous viendront en réforme. Parce que si les autres font les choses en notre place, nous risquons aussi de revivre ce qu'on a vécu, continuer l'ordre léopoldien et sans que cette appropriation du Congo ownership soit une émanation du travail que nous allons faire. Et c'est très important. C'est très important dans les rapports qu'on développe. De toute façon, quand vous voyez les intérêts du Congo, ça aussi sont réalistes, pragmatiques. Le Congo, on ne nous laissera pas tranquille. Mais il faut savoir développer une stratégie win-win. Et quand je prends deux exemples de rapports des services de sécurité, des experts sur la réforme de sécurité, ils disent que l'échec de la mise en œuvre de ces réformes est imputable à un manque de volonté politique aux échelons les plus élevés du gouvernement congolais. Quand on dit les échelons les plus élevés, vous savez, et nous avons des éléments où il y a du sabotage. De gens, quand vous avez une unité qui est bien formée par la Belgique, du jour au lendemain, vous décidez de suspendre cette unité. La meilleure unité formée sur le terrain, il faut reconnaître aussi les bienfaits et les bonnes choses qui sont faites dans le cadre de la coopération. Et après, quelques jours après, vous verrez qu'une attaque à l'est, à Goma, le véhicule qui a été attaqué era une unité de réaction rapide, c'est cette unité. Vous voyez comment le pouvoir conçoit. Tout ce qui se passe à Béni, nous avons démontré, nous avons lancé une pétition, c'est le régime qui est derrière ça. Il y a les ADF oubliés, n'existaient plus. Le général Baouma qui les a chassés, il y a quelques individus qui sont battus dans les ADF qu'on récupère et tout. C'est une stratégie d'occuper le Congo après avoir échoué vers le petit nord, donc du nord Kivu. Les Rutshuru Masisi, ils essaient d'aller plus loin pour effrayer, faire paniquer que les populations fuient et on implante des populations rwandophones. Voilà. Et quand on dit que ce sont des ADF, c'est parce que ça fait partie d'un lobbying pour faire croire que ce sont des islamistes. Et comme notre cause est commune avec les États-Unis, laissez-nous venir à notre aide pour que nous combattions tous, mais pas pour qu'on quitte le pouvoir. C'est ça qu'il faut décrypter de tout ce qui se passe. Donc l'unité qui a été formée, on dit, ah, ils sont avec les Belges, on a l'impression que c'est des temps, les Belges ne nous aiment pas. Et cette unité peut un jour se transformer contre nous, donc autant la décimer. Il y avait déjà un bataillon qui a été décimé en 2012, le 322e bataillon, à peine formé, on les envoie avec nourriture et munitions de 2 jours. Ils sont envoyés pour une mission de 2 mois.
Au bout d'une semaine de combat, le bataillon s'est retrouvé sans munitions, sans rien. La moitié du bataillon a disparu. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, ce sont des notions que je suis de très près minutieusement. Chaque fois qu'il y a un pas dans la réforme, c'est parce que la communauté internationale nous demande de le faire. Ce n'est pas une volonté qui émane. Mais si on forme des unités qu'on forme notamment dans la garde républicaine, ça dans un autre objectif. Pas pour la sécurité du Congo, mais dans ce système-là léopoldien, loyalisme à l'autorité. Vous verrez que les nominations effectuées en 2013-2014 dans la police et dans l'armée, et récemment en 2017 avec le général Amoli Baigwa et Silvano Kasongo, ne répondent pas à un besoin de sécurité nationale. Ça répond ici à un besoin de stratégie politique interne. Que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan externe dans la conception de l'armée, la guerre reste une continuation de la politique par d'autres moyens. Je viens de publier une analyse en disant que je dis la guerre, ce sera probablement la continuation du glissement de Kabila par d'autres moyens. La CENI, c'est la machine à stratégie, mais quand le peuple va gronder, c'est l'armée. Et si vous laissez Kabila contrôler cette armée, les rapports des forces nous seront toujours assez défavorables. Il faut développer des stratégies pour retourner ces militaires. Le fisc ne pas obéir à un ordre illégal, c'est déjà un pas qu'on peut gagner par la sensibilisation. Vous ne pouvez pas ou ne pas concevoir les stratégies politiques de la fin du mandat de Kabila sans tenir compte de la guerre du Rwanda en RDC qui reste vitale pour son économie. Rapport de l'ONU, le Rwanda constitue la plaque tournante du commerce illicite des pierres précieuses. Après l'opération dont je viens de parler, ils ont lancé une bourse de matières premières. En 2011, l'exploitation minière a rapporté 68 millions de dollars. Il y a même eu création d'un bureau spécifique, Bureau Congo. On a enregistré en 2009 300 coopératives minières au Rwanda, un pays qui exporte plutôt les bananes, je pense, ou les madessous. Le secteur minier rwandais a employé en 2011 officiellement 35 000 personnes. Mais la part de la production rwandaise n'est jamais connue. Ça, ce sont des choses qui ne viennent pas de moi. D'autres personnes aussi, voilà. Le Rwanda est devenu depuis 2014 le plus important exportateur mondial du coltan. Expliquez-moi comment, on ne sait pas. Et les statistiques de la Banque nationale du Rwanda, en 2013, le commerce du coltan a rapporté 134 millions de dollars. Le revenu annuel s'est élevé à 226. Et il projetait pour 2017 600 000 emplois. Prenez le type d'emploi, ça c'est le secteur minier, en Afrique, où on sait que généralement il y a un papa qui ramène l'argent, mais autour de lui, il a toute la famille dépendante, donc 5-6 personnes. Et sachant qu'au Rwanda, voilà, c'est la densité de la population est énorme, donc ils ont beaucoup d'enfants. Vous multipliez par 8 ou par 9, vous avez pratiquement la moitié de la population rwandaise qui vivent. Ça, c'est directement la première personne. Sachant que si cette personne travaille dans une coopérative, à l'extérieur, il y a une maman qui vend les beignets et l'autre qui vend des coca. Et le jour où ils vont perdre cette emprise, imaginez une fois qu'on leur coupe ces revenus, ce serait un bouleversement. Et suivant les indications qu'on a, ce sont des éléments qui pèsent sur les enjeux ou les événements au Congo aujourd'hui, que certains semblent les minimiser. On peut même être surpris de voir qu'on le dégage pour mettre quelqu'un qui sera au service. Et non seulement on sait c'est quoi un maintien de l'ordre, mais on sait aussi accompagner les populations. Donc vous, le jour où vous aurez besoin de voir, la population va sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie pour montrer, pour contourner les dispositifs? On le sait parce qu'on connaît les limites de tous ces dispositifs et la manière dont ça se fait. Et ça, on parle à des différents acteurs politiques, mais ils ne veulent pas nous écouter. Il suffit de petites choses, du bon sens qu'on peut leur donner, c'est fini. Avec les gens qui sont à Kinshasa, là, les militaires, ils ne sont pas nombreux.
Et partout au Congo, ça chauffe en même temps à Bukavu, ça chauffe à Goma, ça chauffe à Lubumbashi, ça chauffe à Kinshasa. Ils sont dépassés. Et une fois qu'un militaire ou un officier, une troupe s'éloigne de sa base, elle devient vulnérable. Et il suffit d'une fuite, c'est fini, et puis on n'en parle plus. Mais tout ça ne s'improvise pas. Anticipation, efficacité, travailler, c'est une stratégie. Voilà. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, représentants de la société civile, distingués invités, chers camarades, avant toute chose, nous voudrions de prime abord nous acquitter d'une agréable dette morale. De tout cœur, chacune et chacun de vous, de s'être associés 6 jours à nous, en dépit de vos multiples et nobles occupations. C'est un grand honneur pour le membre du G7 et pour moi-même de vous souhaiter la plus sincère bienvenue. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers membres et sympathisants, la rencontre d'aujourd'hui permet au G7 Benelux d'échanger avec la diaspora congolaise pour une collaboration étroite et efficace dans le futur. De cette manière, nous allons ensemble, main dans la main, mener à bon port notre lutte pour le respect de la Constitution, plus particulièrement l'article 64 dans toutes ses articulations. Voilà pourquoi nous venons de suivre M. Jean-Jacques Wondo, expert et analyste des questions politiques et sécuritaires, qui vient de nous faire des diagnostics de forces censées sécuriser le peuple congolais. Une force de sécurité devenue aujourd'hui au service d'un seul individu. En dépit des échecs, des erreurs inhérentes à toute entreprise humaine, il y a lieu de faire les tristes constats suivants. Nous sommes en face d'un régime d'occupation, d'oppression, de répression et de prédation imposées au cœur de l'Afrique. Oui, c'est votre droit. Vous avez raison d'interpeller les politiciens congolais dans leur ensemble. Mais il est plus que prioritaire de taire momentanément nos divergences pour privilégier la lutte contre la caste criminelle installée illégitimement au sommet de l'État aujourd'hui. Donc, stop aux lamentations et aux débats creux. Nous avons un devoir patriotique, que nous soyons engagés politiquement ou pas. La survie de notre pays, comme le stipule si clairement l'article 64 de la Constitution, je cite, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Fin de citation. Nous sommes chacun, à titre individuel, ce peuple. Et c'est au peuple qu'il revient de montrer aux politiques qu'il est le plus fort, qu'il est le souverain premier, qu'il aura les derniers mots. Et les politiques vous respecteront, à moins ceux qui sont au service de la nation. Il nous appartient d'écrire les pages actuelles de notre histoire. Et nous devons d'abord le faire nous-mêmes, avant de compter sur une aide des amis éventuels. Nous sommes bien placés pour connaître l'inconstance et les motivations des amitiés. Notre destin nous appartient. Et les rendez-vous avec l'histoire est là. Ne les ratons pas. Pour finir,
Que vive notre beau peuple, que vive le Congo magnifique demain. Je vous remercie de votre bienveillance. Attention.